Alexandra Recchia, je suis quintuple championne du monde de karaté et double championne d'Europe. Et en parallèle, j'ai mené des études de droit et suis avocate depuis janvier 2017. Vraiment, là j'arrive au bout de mon épargne, il me reste plus grand-chose. Organise-toi et compte sur ta famille parce que ce seront tes piliers et ils vont t'aider. Salut les sportifs, c'est Hermano. Je suis extrêmement heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui avec Barthélémy, mon copain du podcast Extraterrien. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas son podcast, eh bien je vous invite à aller l'écouter. Barthélémy réalise de grandes interviews de sportifs inspirants qui vont vous aider au quotidien à améliorer votre pratique du sport, mais également votre quotidien professionnel et votre quotidien personnel. Allez, revenons au podcast. Dans le deuxième casier de ces vestiaires, nous allons découvrir Alexandra. Alexandra est multimédaillée mondiale, multimédaillée européenne et elle se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et vous allez voir que cette préparation n'est pas de tout repos pour elle. Juste avant de vous laisser avec notre invité, n'oubliez pas que le meilleur moyen pour que notre podcast se fasse connaître et que nous continuions à diffuser la bonne parole, c'est d'aller sur les plateformes de podcast et notamment Apple Podcast, de nous mettre une notation et un commentaire et de partager ce que vous êtes en train d'écouter sur les réseaux sociaux. Ce podcast dispose d'un compte Instagram, c'est vestiaire.podcast. Vous pouvez bien entendu nous taguer sur Instagram en story ou sur une photo et on se fera un plaisir de vous repartager. Ce sera le meilleur moyen pour nous aussi de nous faire connaître et de diffuser la bonne parole. Allez, sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous laisse aller écouter l'épisode avec Alexandra, réalisé en collaboration avec Barthélémy. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un accompagnateur, un co-intervieweur avec moi en la personne de Barthélémy. Salut Bart. Salut Hermano, comment vas-tu ? Bah écoute, très bien. Et puis nous avons une superbe invitée aujourd'hui que toi tu connais déjà, mais qui va nous parler de choses un peu diverses de ce que vous avez déjà abordé dans le podcast Extraterrien. Ouais, tout à fait. J'ai eu la chance de rencontrer Alexandra cet été, il y a quelques mois. C'est vrai qu'on a passé un super bon moment. On a parlé beaucoup de sa carrière, un petit peu aussi effectivement de sa vie personnelle à côté, parce que il n'y a pas que le sport dans la vie. Il faut aussi avoir un exutoire et se financer. Du coup, non, c'était un super épisode. C'est aujourd'hui, je crois que c'est un des top 3 dans les meilleures écoutes sur le podcast Extraterrien. Donc, c'était vraiment un super bon épisode et les auditeurs en demandent encore plus maintenant. Et ben voilà, ils en auront plus. Donc avec notre invité, salut Alexandra. Bonjour. Et puis du coup avec l'introduction qu'a fait Bart, là je crois qu'on a la pression là. On va être obligé de faire encore mieux que ce que vous avez fait sur Extraterrien. Bon, on va tâcher et puis de parler de choses différentes aussi pour pouvoir compléter. Ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Enfin pas tout à fait dans le vif du sujet de ce podcast, mais déjà de te donner la parole, Alexandra, pour que tu nous dises qui tu es, ce que tu as fait jusqu'à présent, et puis après on passera à la séance de questions-réponses. Très bien. Bonjour à tous les auditeurs, je m'appelle Alexandra Recchia, je suis quintuple championne du monde de karaté et double championne d'Europe. Et en parallèle, j'ai mené des études de droit et suis avocate depuis janvier 2017. Voilà, pour faire bref. Donc on dit bonjour maître, c'est ça ? C'est ça. Tu as quand même réussi dans le cadre de ta carrière qui est, tu l'as bien dit, très très belle et riche en titres, à mener de front aussi bien une carrière de sportif de haut niveau, des études et une carrière professionnelle depuis 2017. Oui, le plus dur a vraiment été les études finalement parce que il fallait être présent au cours. Il fallait être présent au cabinet lors des stages ou alors en entreprise pour le stage PPI, ce qu'on appelle le stage professionnel de l'école. Donc c'est vrai que la partie la plus difficile finalement a été les études et l'école d'avocat et qu'ensuite j'ai dû faire un choix entre ma carrière sportive et la carrière pro. Mais aujourd'hui au moins j'ai cette sécurité-là de me dire que j'ai ma reconversion en main et qu'une fois que la carrière sportive sera terminée, voilà, j'aurai de quoi faire, quoi, sans stress, sans pression. Ouais, vas-y Bart, t'en prie. Non, mais j'avais une petite question parce que j'avais oublié de te la poser justement sur l'épisode qu'on a fait ensemble. Ça t'est venu d'où cette envie de devenir avocate ? Alors en fait, c'est au fil des années, parce qu'à la base, je faisais des études de droit pour passer un concours dans la police.
Donc, je m'étais dit, je fais 3 années et puis après, je passe le concours de lieutenant. Au final, au bout des 3 ans, je me suis dit, bon, bah, quitte à faire un an de plus, autant faire un Master 1. Après le Master 1, je me suis dit, bon, bah, pendant que j'y suis, je vais faire un Master 2. Et à l'issue du Master 2, on a un stage, en fait, à faire soit en entreprise, soit en cabinet. Et par le biais d'un ami, j'ai pu rentrer dans un prestigieux cabinet de droit social dans le 8e à Paris. Et c'est là que j'ai su que c'est ça que je voulais faire par la suite. Donc avocate spécialisée en droit social. Ouais, tout à fait. Bon, c'est bien, il va y avoir de l'actualité en ce moment-là. Ça manque pas, c'est sûr. Moi, je crois que ça n'a jamais vraiment manqué dans le droit social. Non, c'est un droit qui est hyper pragmatique, donc on en fait un peu tous les jours en fait. Justement, en parlant de ce que tu fais tous les jours, tu t'entraînes aussi et à haute dose, d'autant plus ces derniers mois, si j'ai bien compris. Parce que comme tu nous l'as dit, tu as mis un petit peu en suspens ta carrière d'avocate pour te consacrer à ta carrière de sportive. Quel a été le déclic pour toi de te dire, là, je vais peut-être laisser un petit peu de côté mon job d'avocate et je vais me mettre à fond dans le sport? Alors le déclic, ça a été l'entrée du karaté aux Jeux Olympiques de Tokyo pour 2020. Clairement, ça a mis mes priorités sur le sport et puis aussi la fédération nous a bien fait comprendre que si on voulait être impliqué dans le projet, il fallait être à 100% dans le projet et que mener de front deux projets de haut niveau en quelque sorte, ça allait être délicat. Donc, j'avais déjà prêté serment, donc je me suis pas omis du barreau, mais par contre, je savais que j'allais mettre vraiment mon côté professionnel de côté, quoi. Tu vas mentionner la fédération. Quel est un peu leur discours par rapport à ça? Parce que toi, tu as quand même réussi à avoir beaucoup de titres et à avoir un super palmarès et à être performante sur le parcours, malgré ton activité à côté et malgré les études, comme tu l'as dit, des études qui sont hyper chronophages. Qu'est-ce qui a changé dans leur discours par rapport à avant, en fait, finalement? Est-ce que, tel que tu le dis, moi, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un manque de confiance ou un petit doute sur ta capacité à faire les deux? Alors, un manque de confiance, je sais pas, mais en fait, ils ont vraiment pas fait les choses individuellement dans un premier temps. C'est que tout le monde devait s'en tenir aux mêmes règles, peu importe l'ancienneté, peu importe. Voilà, ils voulaient vraiment avoir la main mise sur l'ensemble du groupe olympique. Et ceci, ça impliquait d'être présente à tous les entraînements, matin et après-midi. Et en étant à l'entraînement matin et après-midi, il me paraissait un peu compliqué de pouvoir aller travailler en cabinet. Vraiment, c'était trop délicat, quoi. D'accord. Tu as fait des études de droit. Une question qu'on ne pose pas trop à une femme en général, c'est ton âge. Et du coup, est-ce que tu penses que tu vas pousser après jusqu'en 2024 parce qu'ils seront à Paris, donc tant qu'à faire, c'est chez nous, c'est en France, ça donne un incentive en plus, ou est-ce que tu penses déjà je dirais pas à tirer un trait sur ta carrière sportive, mais à relancer ta carrière professionnelle? Alors, la question aurait pu se poser si le karaté était sûr d'être présent aux Jeux de 2024. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas, puisque le CNOSF et notamment le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 en a décidé autrement. Ils ont proposé une liste de sports et ils ont exclu le karaté. Pour l'instant, il est difficile pour nous, même pour les athlètes qui sont jeunes, de se positionner sur les Jeux de 2024, étant donné qu'on n'y est pas. Même s'il reste quelques espoirs, quelques infimes espoirs que le karaté soit aux Jeux de 2024, c'est mal engagé. Donc, tout cela fait que pour l'instant, je me positionne pas sur 2024 et 2020, c'est vraiment ce sur quoi je m'engage pleinement et où je me bats corps et âme, quoi, pour décrocher ma qualif. Bon, en plus, dans le karaté, on peut le dire, c'est vraiment corps et âme. Ouais, c'est bien ça. Et puis il me semble que quand on a discuté un petit peu tous les deux, tu me disais que vous étiez aussi toute une génération à être depuis très longtemps sur le circuit et que finalement c'était déjà une consécration que le karaté soit à Tokyo déjà. C'est déjà une très très bonne nouvelle. Oui, alors l'équipe de France actuelle est relativement jeune, mais c'est vrai qu'on est encore un ou deux, pas pionniers, mais un ou deux survivants, on va dire, de la génération 88. Et que pour nous 2020 c'est vraiment l'objectif ultime parce que on prend de l'âge, on a envie de construire nos vies de famille, moi j'ai envie d'avoir des enfants, donc le mariage est prévu pour 2021, donc derrière on va lancer le bébé, donc on a une exclue. c'est vrai que
Moi, c'est ma 16e année en équipe de France. Là, je pense que je bats presque des records d'ancienneté. Donc, ça commence à faire un peu long, quoi. Donc on a une double exclue, hein. Non seulement le mariage, mais on a aussi la Jeannie Longo du karaté. Franchement, là c'est top. Ah, je prends ça comme un compliment parce que Jeannie Longo, elle a eu une sacrée carrière. Ah bah oui, je pense que tu peux. Tu t'étais quand même lancé dans ta carrière professionnelle. Tu avais prêté serment. Est-ce que cette avancée dans la carrière professionnelle était due au fait que tu avais des difficultés à financer ta carrière sportive, ou c'est vraiment tu as été au bout de tes études et puis tu as essayé d'y aller sur les deux, le sport et le pro? Alors en fait, mes parents, ça a toujours été une condition sine qua non en fait d'avoir un niveau correct sur les études. Depuis toute petite, depuis quand ça a commencé à devenir sérieux, donc collège, lycée, ils m'ont dit attention, le karaté c'est bien, t'es doué, mais par contre c'est pas ça qui va te faire vivre. Donc nous, ce qu'on te demande en échange, c'est que si tu veux continuer à aller à l'entraînement, en compétition, etc., c'est que les résultats scolaires ne baissent pas. Ouais. Donc en fait, j'ai été élevée un peu dans cette ligne de conduite là et je m'y suis tenue jusqu'à la fin de mes études. Et finalement, c'est depuis l'entrée du karaté au jeu que pour moi la situation financière devient difficile en fait, est devenue difficile parce qu'auparavant je cumulais un petit peu les aides de ma fédération, les aides de mon département, les subventions en fait, et finalement mes revenus de stage. Donc au final, je m'en sortais pas mal. Je m'en sortais vraiment pas mal. Mais c'est vrai que depuis que j'ai dû ralentir mon activité professionnelle et que je me suis concentrée que sur le karaté, et du coup, j'ai dû puiser sur mon épargne personnelle pendant plus d'un an. Et là, depuis 4-5 mois, ça devient difficile, ouais. Alors c'est bien parce qu'on est vraiment dans le sujet du coup. Moi je voulais interviewer les sportifs de haut niveau pour savoir comment est-ce qu'ils géraient leur carrière de front. Alors on va passer sur les grandes stars qui ont des contrats de sponsoring et puis qui finalement s'en sortent très bien. Après chacun a ses problèmes, mais c'est impressionnant de savoir que une quintuple championne du monde, double championne d'Europe, a du mal quand même, surtout en année olympique, à financer sa carrière sportive. Tu nous disais très rapidement tout à l'heure que tu vivais assez bien avant, notamment sur la base des subventions, des subsides, des aides que t'apportait la fédération ou autre. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou c'est un sujet un peu tabou? Non, c'est pas tabou. Alors en France, en fait, à partir du moment où un sportif de haut niveau cumule un double projet, il est vachement aidé. On peut avoir des subventions de la région, du département, la fédération fournit des aides personnalisées et en plus peut financer une partie de l'école, des coûts en fait que génèrent les études. Quand tu parles de double projet, c'est-à-dire un projet sportif et un projet professionnel ou un projet d'études? Oui, c'est ça, exactement. Mais du coup, l'aléa, c'est que si on veut se consacrer entièrement à son projet sportif, bah là, en fait, on se retrouve un peu plus démuni. Ouais. C'est vrai que ça devient tout de suite plus compliqué. Et on court un petit peu après les subventions à droite à gauche, mais c'est pas suffisant, quoi. Vraiment pas. Et c'est assez marrant parce que tu as mentionné tout à l'heure que la fédération vous a recommandé quand même de vous mettre à plein temps sur la préparation des JO. Ouais. Donc toi, tu perds une source de revenus. Mais est-ce que à côté de ça, comment dire, la fédération vous aide à essayer d'en trouver d'autres, ou est-ce que ils ont d'autres effets de levier justement pour vous accompagner et compenser un petit peu cette perte entre guillemets, quoi? Alors la fédération, elle aide un petit peu dans la recherche, par exemple, de contrats images, ou alors dans la recherche de conventions d'insertion professionnelle. Mais c'est vrai qu'on est quand même un panel de sportifs. Voilà, on est une quarantaine de sportifs en équipe de France. Et du coup, c'est impossible de trouver des contrats pour tout le monde, quoi. Et ces dernières années, ils ont signé pas mal de CIP avec la SNCF,
ou alors quelques contrats images avec des entreprises privées. Alors CIP pour nos auditeurs. CIP, c'est Convention d'insertion professionnelle. En fait, c'est une convention tripartite entre le sportif, la fédération et l'entreprise privée, qui est souvent la SNCF par exemple. La SNCF ou la RATP, ça peut être EDF, ça peut être toutes ces entreprises-là qui participent au pacte de performance en fait, qui a été mis en place par le ministère des Sports. Il y a Alizé Agier, il me semble, qui est parti par exemple. Exactement, c'est ça. Donc voilà, mais finalement on s'aperçoit que ce modèle-là a un peu des limites puisque c'est pas possible de couvrir tous les athlètes qui en ont besoin, quoi. Et moi je pense qu'à un moment donné la fédération m'a un peu oubliée dans le sens où pour eux dans leur tête en fait j'étais avocate, donc forcément je travaillais et j'avais des ressources et des revenus. Et c'est là que j'ai dû un petit peu taper à la porte et dire non, mais en fait, moi, depuis septembre 2018, je fais que m'entraîner, je travaille pas, donc j'encaisse pas d'honoraires et je me rémunère pas, quoi. Alors, c'est tout à ton honneur, mais tu vois, tu as une grosse communauté. Donc, Oui. on peut avoir tendance à croire que les abonnés sur Instagram te rémunèrent. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça a peut-être dû jouer aussi, tu vois. J'en discute beaucoup, de plus en plus avec des sportifs, et c'est vrai que avoir une communauté, c'est pas forcément avoir des sponsors. C'est deux choses très différentes. Oui, c'est totalement vrai parce que moi aujourd'hui, je suis suivie par plus de 40 000 personnes, 42 000 personnes sur Instagram et quasiment 20 000 sur Facebook. Et en fait, ces réseaux sociaux ne me rapportent strictement rien. Voilà, c'est à part, je parle financièrement bien entendu, hein. C'est vraiment un soutien moral qui fait du bien. D'ailleurs, je suis très proche de ma communauté et je la remercie encore parce qu'ils sont vraiment géniaux. Mais par contre, je monétise pas du tout Instagram et Facebook. Donc, contrairement à ce que certains peuvent croire, non, je me fais pas d'argent grâce à Instagram et à Facebook. Pas du tout. Alors, on va peut-être passer sur la partie justement partenaire sponsor parce qu'on est en train d'en parler, contrat d'image et autres. Est-ce que toi, tu as des sponsors qui t'accompagnent ou des partenaires qui t'aident au quotidien? Alors, j'ai des partenaires, oui. Mais des partenaires plus matériels. Donc, je vais avoir mon partenaire Alpha Cooking qui me prépare 5 plats par semaine, 5 plats, les 5 plats du midi, du déjeuner, en fonction de mes besoins énergétiques. J'ai NutriPure qui me fournit mes compléments alimentaires. Et après, j'ai Active Chiro qui s'occupe un peu de mes soins, qui est ma chiropracteur. Et j'ai également Clean Alliance qui gère en fait une partie de ma récupération avec la balnéo et la cryothérapie. Ok, donc on est plus sur de la dotation produit ou de service, quoi. Exactement. Donc ça t'enlève une partie de ton budget, mais malgré tout, c'est pas ça qui met les pattes pour le repas du soir. Bah, ça paye pas mes factures, quoi. Donc du coup, tu nous le disais en début d'interview, là depuis septembre 2018, tu travailles plus. Tu as ces partenaires qui se concentrent sur les dotations produits ou services. Comment est-ce que tu vis au quotidien? Est-ce que tu nous as dit que tu avais été obligé de taper dans ton épargne, mais finalement, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que tu vois qu'elles font à vue d'œil? Ah non, mais elle a fondu, elle est presque plus existante. Non, vraiment là j'arrive au bout de mon épargne, donc il me reste plus grand chose. Après j'ai des aides personnalisées qui viennent de tomber. Heureusement, je pense que la fédération elle a un peu entendu mon appel, mais c'est vrai que ça part extrêmement vite, donc c'est l'histoire de quelques mois. Après je vais me retrouver à sec. Non, et puis en plus je pense que les gens se rendent pas compte. Peut-être que pour d'autres sports, c'est un petit peu plus clairvoyant, mais vous avez énormément de voyages, énormément de compétitions. Je sais que quand on s'était rencontrés, après tu partais au Japon. Je sais que tu as eu d'autres compétitions un peu partout en Europe, que le programme il est encore très chargé parce que la qualification faut aller la jouer. Mais du coup ouais, tu dois avoir beaucoup de dépenses, j'imagine, pour pouvoir tout simplement être au niveau, quoi. Oui, bah il y a les factures du quotidien à payer. Là, faut que j'achète les billets pour Tokyo pour mes parents parce que mes parents ils pourront pas financer leur voyage. Faut aussi que je prépare les compétitions, les séries A qui sont pas pris en charge par ma fédération. Donc tout ça, c'est des dépenses qui sont non négligeables, en effet, oui.
Alors tu vois, c'était vraiment justement l'idée de ce podcast, c'est de faire comprendre à tous nos auditeurs et peut-être les inciter à mettre la main au porte-monnaie, mais leur faire comprendre que la vie de sportif de haut niveau, finalement, c'est pas juste se faire plaisir avec son sport et puis siroter un cocktail au bord de la piscine. Il y a le challenge sportif, mais il y a aussi le challenge financier qui va derrière, parce que les fédérations, et notamment dans les entre guillemets grands pays sportifs comme la France, qui compte beaucoup de sportifs, n'a pas forcément suffisamment de moyens pour soutenir tous ces sportifs. Eh bien, c'est un parcours du combattant de tous les jours. Ouais, c'est vraiment ça. C'est que on gagnerait en fait à être un tout petit peu plus aidé afin d'être plus serein et se concentrer uniquement sur la préparation sans se soucier des factures à payer et des petits imprévus là, qui peuvent survenir au quotidien et qui vraiment peuvent plomber une préparation. Sur la partie partenaire / sponsor, tu nous disais tout à l'heure que tu avais des sponsors qui font plutôt de la dotation produit / dotation de service. Est-ce que tu crois que ils ont été aussi séduits par ton projet que par la force de ta communauté, ou c'est vraiment ils ont tout misé pour toi ou juste pour t'accompagner Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'ils ont aimé ma personnalité, le fait que je sois proche des gens et que je fédère finalement ma propre communauté, ce qui est toujours bien pour une marque, hein, parce que quand on est proche de sa communauté, on communique forcément de manière plus personnelle et pour vendre un produit, c'est plus sympa. Et puis bon, j'ai plutôt la réputation d'être cash et honnête. Donc voilà, je présenterai pas des produits que j'utilise pas et que je juge pas terribles. Donc c'est aussi ça ma force, c'est que ma communauté, elle peut vraiment compter sur un discours qui est sincère et totalement honnête. Pour ta solution, en fait, tu as décidé de faire appel à ta communauté, qui était pour le coup vraiment une de tes forces. À quel moment tu as commencé un peu cette réflexion-là? Pourquoi tu as choisi ce canal-là plutôt qu'une autre source de financement? Alors en fait, c'était pas mon idée du départ. Ce sont deux étudiants en master STAPS en fait en marketing qui m'ont approché, qui dans le cadre de leur projet devaient lancer une campagne de crowdfunding. Et en fait, par le biais de connaissances qu'ils pouvaient avoir dans le monde du sport et notamment au Krebs, c'est mon nom qui est sorti et du coup ils m'ont contacté, ils m'ont sensibilisé un petit peu à la démarche. C'est vrai qu'au début j'ai un peu hésité parce que quand on l'a jamais fait, c'est difficile d'aller réclamer de l'argent aux gens en fait. C'est vraiment moi c'est quelque chose qui me gênait beaucoup. Même si on m'en avait déjà parlé, ma communauté m'avait déjà dit oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'avais jamais osé sauter le pas et le fait en fait que ce soit des étudiants dans le cadre de leur stage qui viennent en fait me proposer ça avec un angle hyper professionnel parce qu'avec tout un accompagnement via le site Fosbury qui est hyper professionnel, hyper cadré et qui surtout est réservé aux sportifs et aux challenges sportifs finalement, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit que j'avais une communauté hyper présente et je doutais pas qu'elle serait ravie de m'aider. Donc, on a lancé le projet. Il a fonctionné au-delà de mes espérances, quoi. Vraiment, on a atteint une belle somme et j'en suis ravie, quoi. C'était top. Donc, ça me prouve que j'ai eu raison de le faire. Et tu peux nous en dire plus sur la somme ou pas? Enfin, c'est juste pour avoir aussi une idée du budget. Ouais, on a dépassé les 9 000 euros là. On est à 9 200 et des poussières. On était parti sur un objectif de 5 000. D'accord. Ouais, effectivement, elle est plus que dépassée. Elle a presque doublé. Puis bon, après, il faut savoir que bien sûr, sur ces sommes-là, on récupère pas la totalité parce que le site prend une commission. Et puis après, on utilise une partie de la somme pour acheter les contreparties. Nous, on a mis des t-shirts, des ceintures, des packs, des cartes de dédicace, etc. Donc du coup, ça va servir à financer aussi l'achat des contreparties pour les donateurs. Vous avez fait appel à un site, tu nous rappelleras peut-être le nom et puis on mettra ça dans les show notes de l'épisode. C'est vraiment une campagne de crowdfunding, c'est-à-dire des gens viennent, il y a des contreparties et puis ils donnent ce qu'ils veulent par rapport aux contreparties et aussi par rapport au niveau d'aide qu'ils veulent apporter, ou est-ce qu'il y a aussi, comme peut le faire la plateforme Sponsorize Me, des contreparties avec des contrats d'image en fait, avec des plus gros sponsors ou partenaires? Alors c'est vrai que dans les contreparties, on n'a pas proposé par exemple d'intervention en entreprise ou des choses comme ça. J'avoue qu'on n'y a pas pensé en fait, ou on y a pensé trop tard. Donc, mais après, c'est quelque chose qui peut toujours se faire.
je l'avais précisé sur mes réseaux que, bien entendu, si une entreprise voulait faire une donation qui dépassait les 500 € par exemple, ou qui équivalait à la somme de 500 €, je serais ravie de venir intervenir dans leur entreprise pour faire une initiation et puis parler un petit peu de mon parcours et de mon projet. Par contre, il y a effectivement des contreparties. On a commencé, je crois, à la somme de 10 € et ensuite on a augmenté tous les 10 ou 20 € et on a essayé de mettre des produits ou alors des vidéos de remerciements. Voilà, et puis des initiations karaté aussi. Pour ceux qui mettaient 200 € ou plus, ils pouvaient bénéficier d'un cours privé avec moi. C'est Fosbury, I Believe in You. D'accord, ok, super. Je voulais savoir du coup les donateurs, tu savais un petit peu qui c'était? Est-ce que c'était principalement des gens qui te suivaient sur les réseaux ou est-ce que tu as réussi à aller toucher un autre public? Est-ce que c'est des gens auxquels tu t'attendais ou pas du tout? À vrai dire, il y a eu des deux. Il y a eu des amis qui ont contribué, des amis très proches qui ont contribué, ça m'a vraiment touchée. Il y a eu des personnes qui me suivent de ma communauté avec qui j'interagis très souvent qui ont contribué, mais il y a aussi des gens que je connais pas qui ont contribué, des gens qui font pas de karaté, qui me suivent pas sur les réseaux, qui ont été touchés soit par des connaissances de connaissances. Vraiment, les gens ont partagé massivement le lien et du coup, je pense que ça a pu toucher plein de personnes et c'est ça qui est merveilleux avec les réseaux sociaux et avec voilà, c'est cette entraide et cette solidarité même avec des personnes qu'on connaît pas. Sur ta campagne, toi, quels étaient les sujets en particulier que tu voulais financer? Je sais que tu as parlé de tes parents notamment, mais comme j'avais participé et que j'avais lu la description, et j'ai trouvé que c'était une très bonne stratégie de dire exactement ce que tu allais financer avec cet argent-là. Et vu que tu as dépassé, du coup, qu'est-ce que tu vas pouvoir financer en plus que ce qui était prévu? Déjà, je vais financer le billet d'avion de mes parents pour Tokyo. Ça, c'est bien. Ouais. Déjà, ça, c'est une sacrée dépense. Donc, ça représente à peu près entre 3 000 et 4 000 € quand même, les billets pour le Japon. Les prix augmentent toutes les semaines. En plus, forcément, ils en profitent, c'est les jeux. Donc, on est sur la fourchette haute, ce qui est logique. Et ensuite, je vais en profiter pour pouvoir financer des compétitions comme par exemple la Serie A au Chili, à valider par ma fédération parce que je crois qu'ils sont pas très chauds pour qu'on y participe. Donc à valider avec eux parce que seulement 10 jours après, on a l'Open de Paris qui est juste un des plus gros objectifs de la saison 2020. Voilà, c'est important pour la fédération que les athlètes français brillent à domicile. Donc, qualificatif, les Open de Paris? Oui, c'est COF6, c'est hyper important. Ok. Donc voilà. Et en plus, c'est une compétition qui est dans le parcours de sélection pour le tournoi de qualification olympique. D'accord. Donc, il faut d'autant plus y briller, notamment pour le public, mais aussi à titre personnel, pour pouvoir se qualifier pour le tournoi de qualification, qui est la deuxième étape pour se qualifier aux Jeux. Ouais, putain, c'est un tournoi que t'aimes bien, donc j'imagine que ça doit te rappeler de bons souvenirs. Ah ouais, je l'ai gagné déjà 8 fois, donc pourquoi pas encore une 9e fois. Ouais. Alors justement, on n'a pas trop parlé de cette partie-là, mais qui, je pense, a un intérêt dans le financement de la carrière d'un sportif de haut niveau. C'est pour aller au JO, quelles ont été les règles qui ont été définies pour que tu puisses te qualifier? Est-ce que c'est sur, alors on a bien compris, c'est pas sur une compétition, mais est-ce que ça t'oblige à beaucoup de déplacements, beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail, et puis forcément à sortir le portefeuille? Alors, il y a deux façons de se qualifier aux Jeux. La première, c'est par le ranking. C'est un classement qui a démarré en juillet 2018. Il y a 3 types de compétitions. Il y a les séries A qui sont COF3, les premières ligues qui sont COF6, les championnats continentaux, donc Europe, Asie, etc., panaméricains, qui sont COF6 également, et les championnats du monde qui étaient COF12. D'accord. La fédération a fait le choix sur ce parcours de n'engager les athlètes français que sur les premières ligues, les championnats continentaux et les championnats du monde. Donc du coup, en fait, déjà, l'équipe de France, de manière générale,
ne participe pas aux séries A. Donc ça veut dire que depuis 1 an et demi bientôt, il y a pas mal de compétitions auxquelles on n'a pas participé, ou alors on a participé avec notre club. Donc du coup là c'était des dépenses à titre perso, pas pris en charge par la fédération. Moi par exemple à titre perso, en dehors de l'équipe de France, j'ai participé à la Serie A à Istanbul l'année dernière. 2019, c'était au mois de mai, et au mois de juin à la Serie A de Montréal. Donc ça, c'était des dépenses à titre perso et en partie pris en charge par mon club. Il a fallu mettre la main un petit peu au portefeuille. Après, sur les compétitions de Première Ligue, la fédération nous prend en charge, et sur les championnats continentaux et championnats du monde, la fédération prend en charge également. À l'issue de toutes ces compétitions-là, jusqu'au 6 avril 2020, toutes ces compétitions rapportent un certain nombre de points en fonction de leur coefficient. Les 4 premières au classement, à l'issue de ces 2 ans de compétition, partent au jeu au niveau mondial. Et la particularité aussi, c'est qu'en fait, par exemple, pour moi, ma catégorie, elle est mixée avec la catégorie du dessus, parce que la catégorie olympique, c'est moins de 55 kilos. Moi, habituellement, je tire en moins de 50 kilos. Donc, en fait, ils prennent 2 moins de 50, les 2 premières, et 2 moins de 55, les 2 premières. Donc, ça laisse très peu de place. Forcément, oui. Donc, ça, c'est la première étape pour se qualifier. Ensuite, dans chaque catégorie, il y aura un Japonais qui prend une place. Donc, ça fait 5. Et derrière, il reste 5 places parce qu'on est 10 par catégorie. Okay. Il va y avoir un tournoi de qualification olympique qui sera à l'Accor Hotel Arena Bercy au mois de mai. Du 6 au 8, je crois, ou 6, 7, 8. Oui, c'est ça, du 6 au 8 mai. Et en fait, ce tournoi-là, les 3 premiers sont qualifiés au jeu. D'accord. Voilà, ça fait 7 places de prise, du coup, si je compte bien, 8 places, pardon. Et ensuite, la fédération mondiale, elle choisit un athlète qui s'est illustré sur les compétitions dans cette catégorie, mais qui n'a pas forcément les fonds nécessaires pour pouvoir participer à toutes les compétitions. Souvent, en fait, c'est des pays en voie de développement ou pas forcément très riches. Je prends un exemple, ça peut être un athlète de Biélorussie ou un athlète d'Ouzbékistan, des petites nations en quelque sorte qui n'ont pas les moyens d'envoyer les athlètes dans toutes les compétitions. Donc, il y aura une carte pour l'universalité. Ça, c'est les jeux qui imposent ça. Et une carte pour que la Fédération mondiale choisira de repêcher un athlète qui est reconnu dans la discipline et dans la catégorie, mais qui ne s'est pas qualifié pour diverses raisons. Ça peut être blessure, maladie ou échec. Ça peut arriver aussi. Ok, donc c'est vachement technique, mais du coup, ça vous oblige aussi à beaucoup de déplacements et beaucoup de dépenses. Par exemple, là, on a fait déjà 3 compétitions depuis le mois de septembre. Et on est parti au Japon, à Tokyo, donc à Madrid et à Moscou. Et à partir du mois de janvier, on a une compétition tous les 15 jours. Donc c'est simple, entre janvier et avril, on va faire Chili, Paris, Dubaï, Maroc, Bakou, Salzbourg. 6 compètes en 3 mois. Habituellement, c'est ce qu'on faisait à l'année avant les Jeux. Ouais, les années olympiques sont assez chargées. Voilà, là c'est vraiment c'est tout nouveau pour nous et c'est vrai que c'est difficile, très difficile. T'as pas peur un peu d'ailleurs que ça dérègle certains athlètes sur leur préparation physique, parce que je sais qu'on en avait un peu parlé, mais tu t'es jamais entraîné autant. C'est aussi le côté rassurant de se dire bon je fais que du sport et je vais pas travailler à côté ou avoir d'autres projets. Mais est-ce que ça fait peur certains athlètes effectivement d'avoir une année aussi chargée justement alors que on connaît un peu la phobie des sportifs 6 mois avant les Jeux, c'est un peu tout le monde fait vraiment très attention à ce qu'il fait quoi. Donc comment est-ce que toi tu le vis et comment est-ce que les autres un peu athlètes de l'équipe le vivent, parce que pour vous c'est une première? En fait on vit au jour le jour, on s'adapte en fonction de la fatigue, on écoute vachement plus notre corps, parce que c'est vrai que les déplacements, même si ça reste la plupart du temps en Europe, ça prend beaucoup d'énergie, prendre l'avion, piétiner, être jamais chez soi. Donc le corps c'est vrai qu'il souffre plus qu'habituellement. Du coup le staff est quand même vachement à l'écoute des moindres signes de fatigue et on n'hésite pas à lever le pied quand on a à le faire.
Et en fait, là, c'est juste qu'on n'a pas le choix. Si on veut se qualifier, on est obligé de participer à toutes les compétitions et en fait, ça se joue surtout dans les périodes d'entraînement. Ouais. Là, on est contraint vraiment de lever le pied à l'approche des compétitions. Mais à la fois, on a fait un gros travail de fond cet été, justement pour pouvoir supporter et tenir la ligne droite de cette année 2020. Oui. Ouais, parce que du coup, les conditions sont les mêmes pour toutes les compétitrices et tous les compétiteurs. Donc, faites maximum pour se qualifier. J'ai même envie de dire c'est plus dur pour les étrangers parce que eux ils font vraiment toutes les compétitions depuis le début. Les Turcs, les Italiens, les Ukrainiens, les Kazakhs font toutes les compétitions, que ce soit Serie A. Mais j'ai quand même l'impression que ils supportent mieux que nous. On se pose un peu des questions. Bon, après ils ont un cadre d'entraînement et de soutien qui n'est pas le même que nous. Les Kazakhs, ils sont professionnels, ils sont payés pour s'entraîner, ils ont de la récup tous les jours, massage tous les jours. Nous, on est à des années-lumière de ça. C'est à relativiser. Je crois qu'on aurait tellement de questions et qui déborderaient aussi du sujet du financement des carrières pro, mais il va falloir aussi qu'on te laisse récupérer et t'entraîner. Malgré tout, juste avant de te laisser partir, j'aurais 2 petites questions à te poser. La première, et ça ressemble un petit peu aux questions de Bart sur Extraterrien, c'est si tu pouvais te parler à la petite Alexandra qui se lance après le bac dans ses études et qui se dit qu'elle va essayer de mener de front ses 2 carrières sportives et puis études ou professionnelles, qu'est-ce que tu te dirais ? Fonce, n'hésite pas, crois en toi, organise-toi et compte sur ta famille parce que ce seront tes piliers et ils vont t'aider. Waouh. C'est bluffant. Et Bart, tu voulais poser une autre question ? Allez, dans mes questions classiques que j'aime bien, c'est tu te vois où dans 10 ans ? De l'autre côté de la barre ? Ouais. Magistrate. Beaucoup d'ambition encore. C'est un projet, après quelques années de barreau, j'aimerais bien changer de côté. 10 ans, ça va venir vite. Pour en discuter, parce que ma mère est dans la magistrature aussi, donc si ça t'intéresse d'avoir quelques petits tips. Avec plaisir. Pour échanger les rôles de l'interview. Avec plaisir. Ouais. Alexandra, merci beaucoup pour ta franchise, pour tout ce que tu nous as délivré aujourd'hui. Bart, merci à toi pour avoir co-animé cette interview. Et puis je remercie aussi nos auditeurs pour nous avoir écoutés. Avant de vous laisser partir, je vous demanderai juste une chose. Si vous avez l'occasion d'aller sur les plateformes de podcast et principalement sur Apple Podcast pour laisser un commentaire et puis une note, c'est comme ça que le podcast va remonter dans les classements et puis que l'on sera plus visible et qu'on pourra diffuser la bonne parole sur la difficulté du financement des carrières de nos sportifs de haut niveau. Merci. Merci. Ciao, ciao. Félicitations, vous avez réussi à écouter cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, faites-le moi savoir. Connectez-vous sur les plateformes de réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens sur vestiaire.info. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Soyez réaliste, dur. En tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé au niveau de l'interview, au niveau de la qualité du son, au niveau de la qualité du podcast. C'est grâce à vos commentaires que je m'améliorerai. Mais c'est aussi grâce à vous que nous allons pouvoir recevoir plein d'invités. Encore une fois, taguez le podcast. Mettez des commentaires sur iTunes, invitez vos amis à l'écouter, inscrivez-les de force sur toutes les plateformes de podcast, plus nous aurons d'auditeurs et plus nous pourrons diffuser cette bonne parole. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs.